Ma mère a souri d'un air narquois. Nous avons déjà fait des doubles de la clé de ton appartement, pour ta sœur. Prépare-toi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui était arrivé à ma clé de rechange disparue. Et j'ai répondu, alors, préparez-vous aussi pour la prison. Je suis un homme de 29 ans, et je suis absolument furieux en ce moment. J'ai besoin de vider mon sac, car je n'arrive sincèrement pas à croire ce que ma famille m'a fait. Je suis assis dans mon appartement depuis 3 heures, regardant fixement les nouvelles serrures que je viens de faire installer, et je tremble encore de colère. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je travaille comme ingénieur logiciel, et je vis de manière indépendante, depuis l'âge de 22 ans. J'ai acheté mon propre appartement, il y a 2 ans. Aucune aide de la famille, juste mes propres économies, et un prêt hypothécaire que je rembourse moi-même. Ce n'est rien d'extravagant, mais c'est à moi. J'ai travaillé incroyablement dur pour l'obtenir, faisant des semaines de 60 heures, et vivant de nouilles instantanées, pour économiser l'apport initial. Ma sœur Émilie, 27 ans, est l'enfant chéri. Elle l'a toujours été. Pendant que je travaillais pour payer mon université communautaire, puis l'université d'État, elle a obtenu une scolarité entièrement payée dans une école privée, grâce à nos parents, Robert, 55 ans, et Patricia, 53 ans. Quand elle a obtenu son diplôme en communication, ils lui ont acheté une voiture. Quand elle n'a pas pu trouver de travail dans son domaine, ils l'ont laissée revenir vivre à la maison, sans payer de loyer. Quand elle a finalement décroché un emploi à temps partiel dans une boutique, ils ont célébré cela, comme si elle avait guéri le cancer. Je ne lui envie pas ce soutien. Vraiment pas. Ce que je ressens comme une injustice, c'est la comparaison constante, et l'attente que je sois aussi généreux avec elle, qu'ils le sont. James gagne bien sa vie, disent-ils. James n'a pas d'enfant dont il doit s'inquiéter. Ils disent que James devrait aider la famille. Ils disent qu'il y a 3 semaines, la colocation d'Emily est tombée à l'eau. Elle vivait avec son petit ami Tyler, mais ils ont rompu, après qu'elle a découvert qu'il voyait quelqu'un d'autre. Au lieu de retourner vivre chez ses parents, elle a décidé qu'elle avait besoin d'indépendance, et a commencé à chercher un appartement. Le problème, c'est que son emploi à temps partiel dans une boutique ne couvre pas vraiment les prix des loyers à Seattle. Mes parents m'ont appelé, il y a 2 semaines, avec leur solution. Emily resterait temporairement avec moi, pendant qu'elle cherchait un endroit. J'ai répondu, absolument pas, mon appartement est mon sanctuaire. Je travaille à domicile, 3 jours par semaine. J'ai ma routine, et mon espace est organisé, exactement comme je l'aime. Et franchement, Emily et moi avons des modes de vie très différents. Elle est désordonnée, bruyante, et n'a aucune notion des limites. La dernière fois qu'elle est venue pour un week-end, elle a mangé tous mes repas préparés, a laissé des taches de maquillage sur le comptoir de ma salle de bain, et a invité des amis jusqu'à 3 heures du matin, une veille de jour de travail. Je pensais avoir été clair, limpide. J'ai dit non à plusieurs reprises, et j'ai proposé de l'aider à chercher des endroits abordables, à la place. J'ai même proposé de lui prêter de l'argent pour un dépôt de garantie, sous forme de prêt avec un accord écrit. Mais non, ce n'était pas suffisant pour mes parents. Ils insistaient sur le fait que la famille s'entraide, et que j'étais égoïste avec mon espace supplémentaire. Pour le contexte, j'ai un appartement de 2 chambres. La 2e chambre est mon bureau, où je travaille littéralement, et où j'ai installé pour des milliers d'euros d'équipement. Avance rapide jusqu'à hier. Je suis rentré de la salle de sport vers 19 heures, pour trouver Emily dans mon salon, entourée de cartons et de valises. Elle déballait littéralement ses affaires, dans mon appartement. Mes parents étaient là aussi, l'aidant à emménager. Ils agissaient comme si tout cela était, tout à fait normal. Je ne peux pas décrire de manière adéquate, la fureur que j'ai ressentie à ce moment-là. L'intrusion, le manque de respect total et absolu. Quand j'ai exigé de savoir ce qui se passait, ma mère, Patricia, a simplement souri et a dit « Nous savions que tu finirais par accepter, une fois que tu verrais à quel point Emily en avait besoin. » Mon père, Robert, a ajouté « Ne sois pas dramatique, James. C'est juste temporaire. » Emily, pendant ce temps, parlait déjà de la façon dont elle allait égayer ma garçonnière, et de la façon dont nous pourrions passer du temps entre frères et sœurs. Elle avait déjà mis ses articles de toilette dans ma salle de bain, et accroché ses vêtements dans le placard de mon bureau. Je leur ai dit à tous, de sortir immédiatement. Ma mère a essayé de me culpabiliser,
en disant que j'étais cruel envers ma sœur, dans un moment de besoin. Mon père a essayé d'être sévère, me disant que cela allait se faire, que ça me plaise ou non. Émilie a commencé à pleurer, disant que j'étais méchant, et qu'elle n'avait nulle part d'autre où aller. Mais voici le pire. Voici ce qui m'a mis dans une rage aveugle. Ma mère a alors dit, eh bien, peu importe ce que tu dis. Nous avons fait faire des doubles de tes clés, pour Émilie. Elle est de la famille, et cela va se faire. Ils avaient fait des doubles des clés. Apparemment, ils avaient pris ma clé de rechange, lors de leur dernière visite. Je la gardais dans un tiroir de la cuisine, pour les urgences, et ils en avaient fait de multiples copies. Ils avaient donné à Émilie son propre trousseau, et en avaient gardé un pour eux. Ils avaient littéralement planifié cela, dans mon dos, sachant que je dirais non, et avaient décidé de passer outre mon autonomie en tant qu'adulte. J'ai pété les plombs. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 10 minutes, pour tout sortir de mon appartement, où j'appelais la police. Mon père a ri, et a dit que je n'appellerais pas les flics contre ma famille, alors je l'ai fait. J'ai appelé le 911 sur le champ, et j'ai signalé une effraction en cours. Cela les a fait bouger. Le temps que la police arrive, ils chargeaient les affaires d'Émilie dans leur voiture, avec ma mère en train de pleurer sur le fait que je déchirais la famille. J'ai expliqué la situation aux agents. Ils ne pouvaient pas faire grand-chose, puisque techniquement, aucun crime n'avait été commis. Ils avaient une clé, même si elle avait été obtenue sans permission. Mais ils ont tout de même dit à ma famille de partir, et de ne pas revenir sans mon accord. Les officiers m'ont également recommandé de changer mes serrures immédiatement, et d'envisager des caméras de sécurité. C'est donc ce que j'ai fait. Hier soir, j'ai appelé un serrurier d'urgence, et j'ai fait changer toutes les serrures, la porte d'entrée, la porte arrière, et même les fenêtres. Cela m'a coûté 400 €, mais cela valait chaque centime. Ce matin, j'ai installé une sonnette Ring, et des caméras de sécurité couvrant toutes les entrées. J'ai également appelé la société de gestion de mon immeuble, et j'ai explicitement révoqué toute autorisation d'accès au bâtiment ou à mon appartement, pour les membres de ma famille, et pour quelque raison que ce soit. Ensuite, j'ai envoyé un SMS groupé à mes parents et à Émilie, avec une photo des nouvelles serrures, et un message clair, j'ai changé toutes les serrures, et installé des caméras de sécurité. Toute tentative de pénétrer dans mon appartement, sans ma permission explicite, sera considérée comme une violation de propriété, et fera l'objet de poursuites judiciaires. Je suis également prêt à demander des ordonnances de restriction si nécessaire. Ce que vous avez fait n'était pas seulement irrespectueux. C'était une violation de ma vie privée, de mon autonomie et de mes droits en tant qu'adulte. Je paie pour cet appartement. Mon nom figure sur l'acte de propriété. Vous n'avez aucun droit de prendre des décisions sur qui vit ici. Émilie, je suis désolé que ta situation de logement soit tombée à l'eau. Mais cela ne te donne aucun droit sur mon espace. Maman et papa, votre favoritisme et votre manipulation, sont allés trop loin cette fois. Jusqu'à ce que vous puissiez respecter mes limites, et vous excuser pour cette violation massive, nous n'avons rien à discuter. Les réponses ont été immédiates, et prévisibles. Ma mère m'a appelé en pleurant, disant que j'étais cruel, et que la famille ne se traite pas de cette façon. Mon père a envoyé un long SMS, sur à quel point il était déçu par mon égoïsme, et sur le fait qu'il m'avait mieux élevé que cela. Émilie a publié sur Facebook, que certaines personnes oublient d'où elles viennent, et tournent le dos à leur famille, quand elles obtiennent un peu de succès. Mais je m'en fiche. J'en ai fini. J'en ai fini d'être le responsable, de qui on attend qu'il se sacrifie, pour quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit. J'en ai fini avec la manipulation et les tentatives de culpabilisation, de la part de mes parents. J'en ai fini de voir mes limites piétiner, sous prétexte que c'est la famille. Mon téléphone n'a cessé de sonner, avec des appels et des SMS de la famille élargie. Apparemment, mes parents ont appelé tout le monde, pour raconter leur version des faits, où je suis le méchant, qui a jeté sa pauvre sœur à la rue. J'ai eu des cousins, des tantes, et des oncles, qui m'ont tous envoyé des messages pour me dire que je devrais avoir honte de moi. Ma tante Linda a même dit, tes parents voulaient juste aider Émilie, et tu agis comme s'ils avaient commis un crime. Oui, Linda. S'introduire par effraction au domicile de quelqu'un, et y installer une personne contre son gré, est un crime. Cela s'appelle une violation de domicile, et possiblement une effraction, indépendamment du lien de parenté. J'ai dû mettre mon téléphone en sourdine,
et configurer une réponse automatique, expliquant que je prenais une pause des drames familiaux, et que je répondrais quand je serais prêt. La seule personne qui m'a soutenu, c'est mon cousin Michael, qui a traversé une situation similaire, avec ses parents qui essayaient d'installer son frère chez lui, sans permission. Il m'a dit de rester fort, et que j'avais pris la bonne décision. Je suis assis ici, maintenant dans mon appartement, avec mes nouvelles serrures, sachant que j'ai fait le bon choix, mais me sentant comme une véritable ordure. Une partie de moi se demande si j'ai réagi de manière excessive. Mais ensuite, je me souviens être rentré à la maison, pour trouver quelqu'un s'installant littéralement dans mon espace, sans mon consentement, et je me remets en colère de plus belle. Il ne s'agit pas du fait qu'Emily ait besoin d'aide. J'avais proposé d'aider d'une manière qui respectait mes limites. Il s'agit de mes parents, qui pensent pouvoir contrôler ma vie et ma propriété, simplement parce qu'ils sont mes parents. Je sais qu'ils vont aller plus loin. Je sais que ce n'est pas terminé. Ma mère m'a déjà envoyé un SMS, disant que je ne suis plus le bienvenu à Thanksgiving, à moins que je ne m'excuse auprès d'Emily. Mon père a menacé de me rayer de son testament. La blague est sur lui. De toute façon, je n'attendais jamais rien de sa part. Emily a publié des mèmes passifs-agressifs sur la fausse famille, et sur les gens qui oublient leurs racines, mais je tiens bon. C'est la bataille, pour laquelle je suis prêt à tout sacrifier. Vous ne pouvez pas envahir le domicile de quelqu'un, puis jouer les victimes, quand il se protège. Vous ne pouvez pas violer les limites clairement établies d'une personne, puis agir de manière choquée, lorsqu'il y a des conséquences. Suis-je en tort ici? Parce que la moitié de ma famille agit, comme si j'avais commis un meurtre, et je commence à remettre en question, ma propre santé mentale. Eh bien, je savais que ça allait dégénérer, mais je ne m'attendais pas, à ce que ça arrive aussi vite, ou de manière aussi dramatique. Je fais cette mise à jour, car j'ai besoin de documenter cette folie. Et honnêtement, j'ai besoin de soutien, car je fais face à un niveau de délire familial, que je n'aurais jamais cru possible. Vous vous souvenez de ces caméras de sécurité que j'ai installées? Les meilleurs 300 € que j'ai jamais dépensés. Elles se sont déjà rentabilisées, d'une manière que je n'aurais pu imaginer. 2 jours après mon message original, je travaillais à domicile, quand j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai affiché le flux de la caméra, pour voir Emily à ma porte, avec ce qui ressemblait à un serrurier. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai immédiatement commencé à enregistrer sur mon téléphone, comme sauvegarde, et j'ai appelé le 911, pour signaler une tentative d'effraction en cours. Je suis ensuite allé vers ma porte, sans l'ouvrir, et j'ai crié « Emily, tu es filmée. Je peux te voir. Pars immédiatement, ou je porte plainte. » Le serrurier avait l'air confus, et a demandé à Emily, si c'était sa résidence. Elle a vraiment répondu « oui ». Elle lui a dit qu'elle avait été enfermée dehors par son colocataire, après une dispute, et qu'elle avait besoin de rentrer dans notre appartement. J'ai ouvert la porte juste assez, pour montrer au serrurier ma carte d'identité, et mon contrat de bail. C'est mon appartement. Seul mon nom figure sur le bail. Elle ne vit pas ici, et n'a jamais vécu ici. C'est ma sœur, qui essaie de s'introduire chez moi. Le serrurier a immédiatement reculé, s'excusant, et disant qu'il avait été induit en erreur. Il est parti, bien qu'Emily le supplie de l'aider. Emily a ensuite piqué une crise de nerfs totale, dans mon couloir. Elle hurlait sur le fait, que je ruinais sa vie, qu'elle n'avait nulle part où aller, que j'étais un frère terrible. Elle s'est littéralement assise, devant ma porte, et a refusé de bouger, disant qu'elle resterait là, jusqu'à ce que je la laisse entrer. Je lui ai donné un seul avertissement de partir, puis j'ai appelé la police. Quand les agents sont arrivés, les mêmes que la fois précédente d'ailleurs, Emily a essayé de jouer la victime. Elle a affirmé que nous avions eu une dispute de colocataire, et que je l'avais expulsée illégalement. Heureusement, j'avais tout documenté, le bail, les images de sécurité, et le précédent rapport de police. Les agents ont dit à Emily qu'elle commettait une violation de domicile, et qu'elle devait partir. Ils l'ont également averti que, si elle revenait, elle serait arrêtée. Mais attendez, il y a mieux. 1 heure après le départ d'Emily, mes parents se sont pointés. Ils n'ont pas essayé d'entrer. Ils avaient retenu la leçon, mais ils sont restés devant ma porte, pendant 20 minutes. Ma mère, Patricia, criait à travers la porte, sur la façon dont je détruisais la famille. Elle disait qu'Emily restait dans un hôtel, à cause de moi, un mensonge, puisqu'elle est retournée vivre chez eux,
et qu'il n'aurait jamais cru élever un fils aussi sans cœur. Mon père, Robert, a essayé une approche différente. Il m'a dit que, si je n'aidais pas Émilie, il ne me le pardonnerait jamais, et que je serais mort pour eux. Il a vraiment dit, tu choisis ton précieux appartement, plutôt que ta famille. Quand nous ne serons plus là, tu le regretteras. J'ai tout enregistré, via la caméra de ma porte. Chaque mot, chaque tentative de culpabilisation, chaque tactique de manipulation. Quand ils sont enfin partis, je leur ai envoyé une lettre de mise en demeure, qu'un ami avocat m'avait aidé à rédiger. Elle stipulait que, toute nouvelle tentative de pénétrer dans ma propriété, ou de me harceler, entraînerait des poursuites judiciaires. L'explosion familiale qui a suivi a été nucléaire. Mon téléphone a été bombardé, de messages provenant de proches, dont je n'avais pas eu de nouvelles, depuis des années. Le récit que mes parents diffusaient était que, j'avais rendu Émilie sans abri, et que j'avais appelé la police, juste parce qu'elle demandait de l'aide. Ils ont commodément omis la partie, sur sa tentative d'effraction avec un serrurier, ou sur leur précédente entrée par effraction. Ma tante Karen m'a appelé en hurlant, à propos des valeurs familiales. Mon oncle David a envoyé un long email, affirmant que le succès m'était monté à la tête. Des cousins que je connais à peine, commentaient les publications Facebook d'Émilie, me traitant de personne égoïste et sans cœur. Émilie elle-même a posté, une photo d'elle en train de pleurer, avec la légende, quand ton propre frère, te traite plus mal qu'un étranger ne le ferait. Mais voici où les choses ont pris, une tournure intéressante. Mon cousin Michael, celui qui m'avait soutenu, a commenté la publication d'Émilie, avec des captures d'écran de mes images de sécurité. Émilie avec un serrurier, puis mes parents me harcelant à ma porte. Il a écrit, raconte peut-être toute l'histoire, Émilie. S'introduire chez quelqu'un par effraction, ce n'est pas demander de l'aide. La section des commentaires a explosé. Certains membres de la famille ont persisté, affirmant que j'aurais dû la laisser entrer, malgré tout. D'autres ont commencé à remettre en question le récit qu'on leur avait servi. Quelques-uns m'ont contacté en privé, s'excusant d'avoir tiré des conclusions hâtives, et demandant ma version des faits. J'ai créé un dossier, documentant absolument tout. Chaque SMS, chaque email, chaque publication sur les réseaux sociaux, ainsi que toutes les séquences de sécurité. Mon ami avocat, Daniel, affirme que j'ai suffisamment d'éléments pour obtenir une ordonnance de restriction, si je le souhaite. Surtout avec la tentative d'effraction d'Émilie, et le harcèlement continu de mes parents. Hier, le service des ressources humaines de mon entreprise m'a convoqué. Apparemment, ma mère avait, d'une manière ou d'une autre, trouvé leur numéro. Elle les a appelés pour leur dire que je traversais une crise de santé mentale et que j'avais besoin d'aide. Elle leur a carrément raconté que j'agissais de façon erratique et que je coupais les ponts avec ma famille sans raison, suggérant que je pourrais être un danger pour moi-même ou pour les autres. Heureusement, ma patronne me connaît bien et a reconnu qu'il s'agissait de harcèlement. Mais j'ai tout de même dû expliquer la situation et fournir des documents prouvant que j'allais bien et que j'étais harcelé par ma famille. Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai officiellement déposé des demandes d'ordonnance de restriction contre 3. J'ai également envoyé une lettre formelle à ma famille élargie, avec les images de sécurité et une chronologie des événements. J'ai précisé que toute personne qui continuerait à me harceler en leur nom serait également rayée de ma vie. Les petits soldats de mes parents ont pour la plupart battu en retraite, bien que je reçoive encore, de temps en temps, un message passif-agressif. Émilie a lancé une cagnotte GoFundMe pour sa situation de logement d'urgence, affirmant qu'elle a été mise à la rue par sa propre famille. Elle a récolté 200 €, principalement de la part de ses amis, qui ne connaissent pas toute l'histoire. Ma santé mentale en a pris un coup. Je ne dors pas bien. Je sursaute chaque fois que je reçois une notification, et j'ai dû prendre quelques jours de congé pour régler les questions juridiques. Mais je ne regrette pas d'avoir tenu bon. Cela devait arriver. Le fait qu'il soit allé, jusqu'à essayer de s'introduire par effraction, puis jusqu'à appeler mon lieu de travail, montre à quel point ils sont vraiment toxiques et contrôlants. J'ai commencé une thérapie pour faire face à la culpabilité et au stress. Ma thérapeute dit que je suis confronté à un système familial narcissique. J'y suis le bouc émissaire qui s'est libéré, et il ne supporte pas de perdre le contrôle. Cela aide d'avoir la validation professionnelle que je ne suis ni fou, ni cruel. Je me protège, tout simplement.
Je ferai une nouvelle mise à jour, après l'audience pour l'ordonnance de restriction. Pour l'instant, je me concentre sur le travail. Je garde mes portes verrouillées, et je me rappelle que, j'ai droit à la paix, dans ma propre maison. L'audience pour l'ordonnance de restriction a eu lieu hier, et j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Attachez vos ceintures, car cela devient absolument insensé. Tout d'abord, laissez-moi remonter à il y a 2 semaines. Après avoir déposé les demandes d'ordonnance de restriction, le silence a régné, pendant environ une semaine. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être, enfin compris le message. J'avais tort. Ils étaient juste en train de se regrouper, et de planifier leur prochaine attaque. Ça a commencé avec Émilie, se pointant sur mon lieu de travail. La sécurité ne l'a pas laissé entrer. Dieu merci, je les avais prévenus. Mais elle est restée devant le bâtiment pendant 2 heures, avec une pancarte qui disait « Mon frère James travaille ici », et m'a rendu sans abri. La sécurité a fini par appeler la police, et elle a reçu un avertissement pour harcèlement. Mon entreprise a été incroyablement d'un grand soutien, et a même proposé que son équipe juridique m'assiste avec mes ordonnances de restriction. Ensuite, mes parents ont essayé une nouvelle tactique, les contrôles de bien-être. Ils ont appelé la police, 3 fois en une semaine. Ils prétendaient être inquiets, pour ma santé mentale, et craignaient que je sois en danger. Chaque fois que les agents sont venus à ma porte, je leur ai expliqué la situation. Je leur ai montré mes documents, et ils sont repartis. Le 3e agent m'a carrément conseillé d'accélérer la procédure, car il s'agissait clairement de harcèlement. Mais le véritable drame s'est produit, 4 jours avant l'audience. Je me suis réveillé à 3 heures du matin, à cause de mon alarme de sécurité qui s'était déclenchée. J'ai vérifié les caméras, pour voir Émilie essayer de grimper, par la fenêtre de ma chambre, depuis l'escalier de secours. Elle avait littéralement apporté un pied de biche, et essayait de forcer l'ouverture de la fenêtre. J'ai appelé le 911 immédiatement. Cette fois, elle a été arrêtée, pour tentative d'effraction, violation de domicile, et possession d'outils de cambriolage. Elle a passé la nuit en prison, avant que mes parents ne paient sa caution. On pourrait penser que ce serait le fond du gouffre, mais non. Le lendemain, mes parents m'ont envoyé une lettre, par l'intermédiaire d'un avocat. Ils menaçaient de me poursuivre en justice, pour détresse émotionnelle, et diffamation, pour avoir partagé les images de sécurité avec les membres de la famille. Ils prétendaient également, que je devais de l'argent à Émilie, pour l'avoir illégalement expulsée d'un appartement, où elle n'a jamais vécu, lui causant ainsi des difficultés financières. Leur avocat semblait louche, et une rapide recherche sur Google a montré qu'il avait été réprimandé par le barreau, à 2 reprises. J'ai tout transféré à Daniel, mon ami avocat, qui a officiellement pris mon dossier, de façon bénévole. Il a envoyé une réponse qui disait, en substance, que leurs allégations étaient sans fondement. Il précisait que, continuer à me harceler, ne ferait que renforcer mon dossier, pour l'ordonnance de restriction. Il a également souligné que, partager des images de sécurité factuelles de crimes en cours de commission, n'était pas de la diffamation, c'était une preuve. L'audience pour l'ordonnance de restriction a eu lieu hier matin. Je pensais que ce serait simple, compte tenu de toutes les preuves, mais ma famille en a fait un véritable cirque. Ils se sont tous pointés. Pas seulement mes parents et Émilie, mais aussi mes tantes Linda et Karen, mon oncle David, et plusieurs cousins. Ils avaient clairement coordonné leur tenue, pour ressembler à une famille en deuil. Tous vêtus de noir, comme s'ils étaient à un enterrement. Émilie a pris la barre en premier, et a tissé une histoire larmoyante. Elle a raconté comment j'avais promis qu'elle pourrait rester avec moi, avant de changer d'avis et de la jeter à la rue, la laissant sans abri et démunie. Elle a vraiment pleuré sur commande. Elle prétendait être tellement désespérée, qu'elle voulait juste me parler, à travers la fenêtre. Quand mon avocat a présenté les images de sécurité, la montrant avec le pied de biche, elle a affirmé qu'elle essayait juste de rendre un outil, que je lui avais prêté. La tête du juge valait de l'or. Ma mère, Patricia, a témoigné que j'avais été mentalement instable, ces derniers temps. Elle affirmait que je coupais les ponts avec la famille, sans raison, et que j'agissais de façon paranoïaque. Elle a suggéré que je pouvais être sous l'emprise de drogue, ou que je faisais une crise psychologique. Quand mon avocat l'a interrogée sur le fait d'avoir fait des copies de mes clés, sans permission, elle a répondu que c'était simplement ce que faisaient les familles, et qu'elle s'inquiétait pour ma sécurité. Mon père, Robert, a essayé de jouer le patriarche sévère. Il a déclaré
qu'il s'agissait d'une affaire de famille, qui n'avait pas sa place devant un tribunal, et que je jetais la honte sur notre nom de famille, en étalant des différends privés. Il a carrément dit au juge que, en tant que père, il avait le droit d'accéder à mon domicile, pour s'assurer de mon bien-être. Le juge a dû lui expliquer que les droits parentaux ne s'étendent pas jusqu'à s'introduire par effraction dans le domicile d'un enfant adulte. Quand ce fut mon tour, j'ai tout présenté par ordre chronologique. Les SMS, les emails, les images de vidéosurveillance, les rapports de police, le harcèlement sur le lieu de travail, et les faux signalements pour contrôle de bien-être. Mon avocat avait tout organisé, en une chronologie claire. Cela montrait un schéma de harcèlement croissant, et de tentatives d'entrée illégale. Le juge a demandé directement à Émilie si elle avait un jour vécu dans mon appartement, ou si elle avait un quelconque droit légal d'y résider. Elle a essayé d'éluder la question, mais a finalement dû admettre que non, elle n'y avait jamais vécu. Le juge a ensuite demandé à mes parents s'ils avaient fait des copies de mes clés, sans ma permission. Ils ont tenté de se justifier, mais ont dû avouer que oui, ils l'avaient fait. Le juge a accordé les 3 ordonnances de restriction, d'une durée de 2 ans chacune. Ils ne peuvent pas s'approcher, à moins de 150 mètres de mon domicile, ou de mon lieu de travail. Ils ne peuvent pas me contacter, directement ou par l'intermédiaire de tiers, et ne peuvent rien publier à mon sujet, sur les réseaux sociaux. Le juge a spécifiquement noté que, l'escalade, allant de la copie non autorisée de clés, à la tentative d'effraction avec des outils, montrait un schéma dangereux, qui justifiait les ordonnances de protection. La salle d'audience a explosé. Ma mère a commencé à se lamenter, criant que je la tuais, et qu'elle ne reverrait jamais son fils. Mon père m'a qualifié de honte pour le nom de la famille. Émilie a hurlé que j'avais ruiné sa vie, et qu'elle me le ferait payer. Le juge a dû les menacer, d'outrage à magistrat, pour les faire partir. Alors qu'ils sortaient, ma tante Linda a dit d'une voix forte, « J'espère que tu es content. Tu as détruit cette famille. » Mon cousin Michael, qui était venu me soutenir, a répondu, « Non, ce sont eux qui l'ont détruite, lorsqu'ils ont essayé de s'introduire chez lui. Lui, il a juste refusé d'être une victime. » Hier soir, le drame familial sur Facebook a atteint de nouveaux sommets. Émilie a publié un message sur l'injustice du système judiciaire. Elle affirmait qu'il protégeait les agresseurs, c'est-à-dire moi, tout en laissant les victimes, c'est-à-dire elle, sans abri. Mes parents ont posté qu'ils perdaient leur fils à cause de la maladie mentale et ont demandé des prières. La famille élargie est complètement divisée. Environ la moitié pense que j'ai raison. L'autre moitié pense que je suis le diable incarné. Mais voici la chose magnifique dans tout cela. Je ne m'en soucie plus du tout. Je suis libre. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas à m'inquiéter de les voir débarquer sans y avoir été invité. Je n'ai plus à faire face à leurs tentatives de culpabilisation, à leur manipulation, ni à leur mépris total pour mes limites. Mon appartement est véritablement à moi maintenant. Mon entreprise a été incroyable, tout au long de cette épreuve. Ils m'ont offert la possibilité de travailler entièrement à distance pendant un certain temps, si j'en ressens le besoin. Ils ont même fourni quelques séances de conseil gratuites, via notre programme d'aide aux employés. Ma patronne m'a dit qu'elle était fière de moi, pour avoir su me défendre. Elle a ajouté qu'elle avait vu trop de gens laisser leur famille détruire leur vie, par peur de fixer des limites. J'ai également été bouleversé par le soutien venu d'endroits inattendus. D'anciens amis de l'université, qui ont vu le drame se dérouler sur les réseaux sociaux, m'ont contacté. Mes voisins, qui ont été témoins d'une partie du harcèlement, ont proposé d'être des témoins, si j'en ai besoin. Même mon propriétaire a appelé pour me dire qu'il me soutenait, et qu'il avait ajouté ma famille sur la liste des personnes interdites dans l'immeuble. La thérapie m'a beaucoup aidé. Ma thérapeute explique que ce sursaut d'extinction ou l'escalade avant qu'il n'accepte enfin les limites, est en fait un bon signe. Cela signifie que ces limites fonctionnent. Elle m'a aidé à comprendre que j'ai été programmé depuis l'enfance pour sacrifier mes besoins au profit des envies d'Émilie. Et briser cette programmation, c'est comme se défaire d'une addiction. J'ai l'intention de rester ferme sur l'absence de contact, même après l'expiration des ordonnances de restriction. J'ai changé mon contact d'urgence au travail, pour mettre Michael. J'ai mis à jour mon testament, pour les exclure entièrement. J'ai également retiré leur nom de toutes les autorisations bancaires ou médicales qu'ils auraient pu avoir. J'envisage aussi de déménager
une fois mon bail expiré. Non pas parce que je fuis, mais parce que je veux un nouveau départ, dans un endroit où ils ne sont jamais allés. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Je dors beaucoup mieux, sachant qu'ils ne peuvent légalement pas s'approcher de moi. Je me concentre sur mon travail, sur mes amitiés, et sur la construction d'une famille de cœur, composée de personnes qui me respectent vraiment. C'est parfois un peu solitaire, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année. Mais c'est une solitude paisible. Pas le stress chaotique avec lequel j'ai vécu, pendant des années. Je n'avais pas prévu de faire d'autres mises à jour. Mais un événement majeur s'est produit, et il résonne comme la justification ultime, de tout ce que j'ai fait pour me protéger. Après l'octroi des ordonnances de restriction, la vie est devenue paisible. Merveilleusement, et magnifiquement paisible. Je pouvais rentrer chez moi sans anxiété. Je pouvais travailler, sans vérifier mes caméras de sécurité toutes les heures. Je pouvais exister sans les éternelles tentatives de culpabilisation, et sans la manipulation. J'ai commencé à guérir, et à me construire une vie, libérée des dynamiques familiales toxiques. Ma famille élargie, est restée divisée. Certains proches m'ont contacté discrètement, pour maintenir une relation avec moi, en veillant à ne pas violer les ordonnances de restriction, en transmettant des messages. D'autres ont complètement coupé les ponts. J'acceptais très bien les deux cas de figure. Mon cousin Michael est devenu plus proche que jamais. Nous organisons maintenant des dîners hebdomadaires, et il est devenu le frère, que j'ai toujours voulu avoir. Environ 6 semaines, après la mise en place des ordonnances de restriction, j'ai reçu un appel, du bureau du procureur de district. Vous vous souvenez de la tentative d'effraction d'Emily, avec le pied de biche? Ils engageaient des poursuites, pour violation criminelle de domicile, et tentative de cambriolage. Les images de sécurité étaient d'une clarté absolue. Et avec mon témoignage, ainsi que le schéma répétitif de harcèlement, ils estimaient avoir un dossier très solide. Emily pensait apparemment que les ordonnances de restriction signifiaient l'abandon des poursuites pénales. Elle avait tort. Lorsqu'elle a été officiellement inculpée, elle a perdu son emploi à la boutique. Il s'avère qu'avoir des accusations de cambriolage en attente ne donne pas une très bonne image dans le commerce de détail. Mes parents lui ont engagé un avocat, mais pas un bon. Ils avaient dépensé la majeure partie de leurs économies pour le précédent avocat lors de l'audience de l'ordonnance de restriction. Ils ne pouvaient plus se permettre une représentation de qualité. Le procès s'est tenu la semaine dernière. J'ai témoigné concernant le modèle de harcèlement, la copie non autorisée des clés, ainsi que les multiples tentatives de s'introduire chez moi. L'accusation a présenté toutes les images de vidéosurveillance, les rapports de police, et les documents prouvant l'escalade de son comportement. La défense d'Emily consistait essentiellement à dire qu'elle était désespérée, et voulait juste me parler. Le pied de biche, a soutenu son avocat, était pour se défendre, car elle avait peur d'être dehors la nuit. Le jury a délibéré, pendant moins de 2 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation. Emily a été condamnée, à 6 mois de prison, avec sursis et mise à l'épreuve. Elle a également écopé, de 200 heures de travaux d'intérêt général, et d'une thérapie obligatoire. De plus, elle doit me rembourser les frais, pour mon système de sécurité, et les changements de serrure. Elle possède désormais un casier judiciaire, qui la suivra toute sa vie. Le juge a qualifié son comportement, de violation flagrante des limites personnelles. Il a ajouté qu'elle présentait, un schéma d'escalade inquiétant, qui aurait pu causer de graves préjudices. Mes parents étaient dévastés. Dans leur esprit, tout cela était de ma faute, pour avoir impliqué la justice, dans une affaire de famille. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Pendant le procès, un autre élément a été mis en lumière. Emily avait déjà fait ça auparavant. L'un de ses ex-petits amis s'est manifesté, après avoir vu des informations sur le procès, dans des groupes Facebook locaux. Elle avait essayé de s'introduire dans son appartement, après leur rupture. Elle prétendait y vivre, et avoir besoin de récupérer ses affaires. Il n'avait jamais porté plainte, car ses parents l'avaient soudoyé, et supplié de ne pas gâcher la vie de leur fille. Cette information est sortie après le verdict, mais elle a validé tout ce que je ressentais, face à son comportement. Il ne s'agissait pas seulement du fait, qu'elle cherchait désespérément un logement. C'était un schéma récurrent de refus d'accepter les limites, accompagné de la croyance, qu'elle avait tous les droits sur les espaces des autres. L'explosion familiale après le verdict a été nucléaire,
mais différente cette fois-ci. Certains proches, qui avaient été du côté d'Emily, m'ont contacté pour s'excuser. Ma tante Linda m'a envoyé un long email, disant qu'elle s'était trompée. Elle était désolée de ne pas avoir vu la gravité de la situation. Même mon oncle David a appelé, pour dire qu'il comprenait pourquoi j'avais fait tout ça. Le développement le plus choquant s'est produit hier. Mes parents ont pris contact via leur avocat. Ils demandaient si je serais prêt à participer à une médiation familiale. Non pas pour nous réconcilier, mais pour assimiler ce qui s'était passé. Selon la lettre, ils ont suivi une thérapie. Obligatoire par le tribunal pour Emily, volontaire pour eux. Leur thérapeute a suggéré une médiation familiale, pour aborder les problèmes systémiques, qui ont conduit à cette situation. La lettre incluait quelque chose, que je n'aurais jamais cru voir un jour, un aveu de culpabilité. Pas des excuses, mais la reconnaissance qu'ils avaient franchi les limites, et n'avaient pas respecté mon autonomie en tant qu'adulte. Ils ont admis avoir fait preuve de favoritisme envers Emily, tout en faisant peser des attentes injustes sur moi. Ils ont même reconnu que faire des copies de mes clés était une erreur, et qu'ils avaient encouragé le comportement problématique de ma sœur. Je n'ai pas encore pris de décision concernant la médiation. Les ordonnances de restriction sont toujours en vigueur. Cela devrait donc se faire par l'intermédiaire d'avocats ou après leur expiration. Une partie de moi veut essayer de voir s'il y a un espoir de relation fonctionnelle. Mais une plus grande partie de moi est heureuse de la paix que j'ai trouvée et ne veut pas risquer d'ouvrir à nouveau cette porte. Ma thérapeute dit que le fait même que j'ai le choix représente un immense progrès. Il y a 6 mois, j'aurais sauté sur la moindre occasion de réconciliation familiale, peu importe à quel point la situation était toxique. Maintenant, je prends réellement en considération ce qui est le mieux pour moi. Et non pas ce qui les rendrait heureux, ou ce qui donnerait une bonne image auprès de la famille élargie. Depuis, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Pas par peur, mais parce que j'ai obtenu une promotion, et que je pouvais m'offrir un meilleur endroit. Il se trouve dans un immeuble avec un portier pour la sécurité, ce qui m'apporte une tranquillité d'esprit supplémentaire. Je n'ai parlé du déménagement à personne dans ma famille, à l'exception de Michael. Cela ressemble à un nouveau départ, dans un endroit qui n'a jamais été souillé par leur invasion. La chose la plus importante que j'ai apprise de tout cela, c'est que la famille n'est pas un laissez-passer pour violer les limites. Les liens du sang ne donnent aucun droit de propriété sur votre vie, sur votre espace, ou sur vos décisions. Vous avez le droit de vous protéger, même de votre famille. Surtout de votre famille, si ce sont eux qui vous causent du tort. J'ai également appris que, lorsque vous tenez tête au comportement toxique, vous découvrez qui vous soutient vraiment. J'ai perdu certains membres de ma famille, mais j'ai acquis des relations plus profondes avec d'autres. J'ai renforcé les amitiés avec des personnes qui ont respecté mes limites dès le début. J'ai construit une famille choisie, qui me traite avec plus d'amour et de respect que ma famille biologique ne l'a jamais fait. À tous ceux qui font face à des situations similaires, documentez tout. Tenez bon. Obtenez une aide juridique. Ne laissez pas la culpabilité faire de vous un paillasson. Vous méritez la paix dans votre propre maison. Vous méritez des relations qui ne vous obligent pas à sacrifier votre sécurité et votre santé mentale. Ce n'est pas égoïste de se protéger. C'est nécessaire. Quant à Emily, elle vit avec nos parents et accomplit ses travaux d'intérêt général. J'ai entendu par Michael qu'elle raconte aux gens qu'elle est victime d'un malentendu. Cependant, la plupart des personnes n'y croient plus. Une condamnation pénale a tendance à changer radicalement le discours. Mes parents suivent apparemment une thérapie de couple. Ils doivent faire face à la réalité, leur complaisance a créé cette situation désastreuse. Ils ont perdu la majeure partie de leurs économies en frais de justice. Leur fille a un casier judiciaire, et leur fils a obtenu une ordonnance de restriction contre eux. Tout cela, parce qu'ils n'ont pas pu respecter un simple non. Je me demande parfois à quel point les choses auraient pu être différentes s'ils avaient simplement accepté ma limite dès le début. S'ils avaient respecté mon refus concernant l'emménagement d'Emily. S'ils n'avaient pas fait faire ces doubles de clés. S'ils n'avaient pas essayé de m'imposer leur volonté. Nous serions peut-être encore une famille. Une famille dysfonctionnelle certes, mais toujours connectée. Mais ils ont fait leur choix, et j'ai fait le mien.
Je me suis choisi, moi. J'ai choisi la paix. J'ai choisi la sécurité. Et malgré la douleur et les drames, qu'il a fallu endurer pour en arriver là, je referai le même choix sans hésiter. Mon nouvel appartement est silencieux. Ma vie est calme. Mon avenir m'appartient, et c'est à moi d'en décider. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle connexion familiale toxique ne pourrait jamais m'offrir.